Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 14 février 2022, nous avons atteint sur cette chaîne le chiffre fou des 50 000 abonnés. C'est quasiment 40 000 abonnés de plus que l'année dernière puisque, rappelez-vous, si on revient un petit peu en arrière, nous avions à peine passé la barre des 10 000 abonnés le 1er janvier 2021. Et à cette occasion, je me suis dit pourquoi ne pas organiser une petite FAQ pour répondre à toutes vos questions, questions que je vous ai invité à me poser il y a quelques jours en story Instagram ainsi que sous un post YouTube. J'ai reçu énormément de messages et j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui les meilleurs concernant cette chaîne, mes projets ainsi que ma vie personnelle. Donc, c'est parti! Et on commence tout de suite avec Camille qui me demande quel est mon métier. C'est une très bonne question et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que youtubeuse n'est pas mon métier, c'est une de mes activités extrascolaires en quelque sorte. Alors j'exerce une activité qui est peu connue, qui est le métier de physicienne médicale. Je travaille en radiothérapie et je suis une sorte de pharmacienne des rayons. Mon rôle, c'est de m'assurer que la dose qui est prescrite par le médecin radiothérapeute soit correctement délivrée à la tumeur du patient qu'on va traiter, tout en épargnant les organes sains autour. Je suis donc responsable du fait que les traitements de radiothérapie soient correctement préparés, on appelle ça l'étape de la dosimétrie, et je signe la dosimétrie d'un patient au même titre que le médecin. Et si jamais j'ai fait une erreur, eh bien globalement je peux aller en prison si elle est grave. Ensuite, je dois m'assurer que les appareils de traitement sont correctement réglés pour traiter les patients. Ça implique donc pas mal de contrôle qualité. Et enfin, je participe au développement de nouvelles techniques de traitement, à l'amélioration des pratiques de mon service et également à la mise en place de nouveaux dispositifs pour traiter les patients. Et d'ailleurs, en ce moment, début 2022, on est en train d'installer une nouvelle machine, un nouvel accélérateur de particules pour traiter les patients dans mon service. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai quand même beaucoup de boulot. Et pour répondre à la question de Félix d'ailleurs sur comment j'arrive à m'organiser pour gérer tous mes projets en même temps, sache que c'est le fruit d'une organisation carrée, quasi militaire. D'ailleurs, voici un aperçu de mon emploi du temps sur une semaine. Et d'autre part, je me suis rendu compte que depuis que je fais en sorte d'avoir une hygiène de vie qui est bien meilleure que ce qu'elle n'était ces 2 dernières années, notamment en faisant du sport, en faisant un peu attention mine de rien à mon alimentation et en essayant de me coucher tôt, de plus dormir, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie et par conséquent j'ai plus d'énergie pour mes projets. Le point négatif de ça en revanche, c'est que oui, je suis anxieuse et notamment lorsque je n'arrive pas tout simplement à tenir le rythme entre toutes mes activités. Ce qui est clair, c'est que mes priorités doivent rester ma vie personnelle et mon travail, mais c'est vrai que souvent je me retrouve assez déçue de moi-même, notamment quand je n'arrive pas à vous faire de vidéos pendant un certain temps malgré toute l'organisation que j'essaye de mettre en place. Parfois, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie et je dois gérer forcément les imprévus. Par contre, paradoxalement, je me sens aujourd'hui beaucoup plus épanouie qu'il y a encore 2-3 ans, quand mon travail était encore très nouveau pour moi, que j'avais l'impression de subir mon rythme de vie. J'étais sans cesse épuisée, j'avais sans cesse énormément de choses à apprendre. Aujourd'hui, mon rythme de vie, même s'il est intense, et même d'ailleurs je dirais beaucoup plus intense qu'il y a encore 3-4 ans, maintenant que j'ai le recul nécessaire pour comparer un peu les deux, ce rythme de vie, je l'ai choisi et ça, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Et surtout, au fur et à mesure que je fais mon bonhomme de chemin, que je franchis des étapes, que j'arrive à atteindre des objectifs, je construis ma fierté et ma confiance en moi et du coup ça va mieux dans la tête aussi. Ceci me permet d'ailleurs de rebondir sur la question de Chris qui se demande comment est-ce que je fais pour gérer le regard des autres et surtout de mes proches sur mes investissements et sur ma chaîne YouTube. Merci pour ta question Chris et je pense que ça va en étonner plus d'un. Mais en fait, très peu de personnes de mon entourage sont au courant de ces activités. Je ne le cache pas, mais je ne le crie pas sur les toits non plus. Non pas que j'en ai honte, bien au contraire, mais en toute honnêteté, aujourd'hui, je n'ai ni l'envie ni l'intérêt de perdre mon temps et mon énergie d'ailleurs à débattre de choix personnels au final, avec des personnes qui, je le sais, de toute façon, ne changeront pas de point de vue sur ces questions. Dans un sens, c'est assez dommage parce que ça m'empêche d'aborder des sujets qui me passionnent avec des personnes qui comptent, notamment, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est le meilleur moyen, selon moi, d'éviter des tensions qui sont inutiles.
Sur le sujet des proches et de la famille d'ailleurs, Mahogan, Pénélope et MacDP me demandent quelle a été mon éducation et notamment financière. J'ai eu la chance d'avoir une éducation très riche, très complète, très diversifiée, puisque d'un côté j'ai une mère qui est chanteuse d'opéra, qui a fait une très belle carrière, qui est issue d'une famille de médecins et d'intellectuels, donc une famille aisée et globalement socialiste, je vais dire. Et d'autre part, j'ai un père qui est issu d'une famille ouvrière dans un milieu très difficile et qui lui a gravi petit à petit les échelons de sa carrière professionnelle. Il a commencé avec des petits boulots dans le bâtiment, il a été électricien notamment, et après il est arrivé dans le monde du spectacle en étant notamment éclairagiste, régisseur, etc. Et lui, pour le coup, il a toujours été très impliqué dans tout ce qui est la lutte ouvrière et le militantisme de la gauche radicale. Disons donc que de ma mère, j'ai hérité le fait de pouvoir parler de sujets liés à l'argent de façon très libre, sans difficulté, et je dois à mon père ma grande lucidité, je dirais, sur ma condition sociale, sur la valeur de l'argent et sur le fait que globalement je mène une vie extrêmement privilégiée par rapport à énormément de monde. Et enfin, s'il y a bien une chose qu'ils m'ont tous les deux transmise, c'est le fait d'avoir la niaque et de ne pas avoir peur de persévérer pour atteindre mes objectifs, parce que mes parents, tous les deux dans leur domaine respectivement, ont toujours été d'énormes bosseurs et d'énormes perfectionnistes. Ça, je pense que ça se ressent beaucoup dans ma vie aujourd'hui. Par contre, du coup, pour tout ce qui est des sujets liés à l'argent, même si je n'ai pas de problème pour en parler, je n'ai pas eu de connaissances particulières grâce à mes parents. Ma mère notamment n'est pas du tout investisseuse, mon père encore moins, et j'ai appris tout ça tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne, donc je me suis instruite toute seule, comme une grande. On passe maintenant aux questions de Fadwa, Myriam et Mulholland qui se demandent tous les trois comment je fais pour gérer l'argent en couple et si j'investissais seule ou à deux. J'ai beaucoup de chance et je sais que quand il va voir cette vidéo il va se dire mais bien évidemment qu'elle a beaucoup de chance d'être avec moi parce que l'argent n'est absolument pas un sujet qui est tabou dans mon couple, on en parle très librement et on le gère de façon très naturelle et sans prise de tête, même parfois un petit peu à la cool. La seule dépense pour laquelle on fait vraiment 50-50, c'est la maison, le crédit de la maison qu'on a acheté tous les deux à 50-50 en indivision. Les courses, chacun va payer une fois sur deux, mais c'est pas forcément obligé. Il y a une semaine où peut-être je vais avoir plus de temps libre, donc je vais faire les courses plusieurs fois d'affilée. Et après, eh bien, tout simplement, comme je gagne beaucoup plus ma vie que mon conjoint, il est normal, c'est normal pour nous et je pense que ça devrait être normal pour pas mal de monde, que je paye plus de choses. Donc c'est moi qui paye l'eau, l'électricité, quand il faut remettre du bois dans la chaudière, c'est moi qui paye, et pas mal de vacances également. Je pense aussi que ça fait très longtemps qu'on est tous les deux, ça fait 13 ans et demi qu'on est tous les deux, et on s'est rencontrés au lycée, et du coup on a grandi ensemble, on a réussi à se développer tous les deux et à avoir une organisation qui fait que ça colle vraiment entre nous de ce côté-là, donc j'ai pas à me plaindre. Ça se passe bien. Et pour ce qui est de l'investissement, je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo complète un jour sur ce sujet parce que j'ai un avis très tranché. Selon moi, chacun devrait gérer ses propres affaires, acheter ensemble dans un premier temps. Si c'est pas pour sa résidence principale, ce n'est pas une bonne idée parce que même si on s'aime très fort, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble, tout simplement, on n'est jamais à l'abri d'un accident de la vie, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Et si les choses tournent mal, eh bien on est bien content d'avoir chacun de son côté ses propres biens. Et si jamais on a envie d'investir tous les deux, eh bien je pense que ça se fera forcément via une SCI parce que l'indivision, quand on investit, ce n'est pas une bonne idée selon moi. Et en dehors de l'immobilier, eh bien c'est pareil, je considère que c'est à moi et à moi seule de décider de mes propres investissements. Mon conjoint est au courant, on en parle éventuellement, mais à aucun moment il n'a à décider à ma place de ce que je fais de mon argent. Il me fait confiance, je lui fais confiance, j'investis énormément, lui pour le moment il n'investit pas, mais ça se passe bien. Ensuite, Andrew et Tiplich me demandent quelles ont été mes plus grosses erreurs et mes plus gros échecs en investissement. Merci beaucoup les gars pour vos questions et voici les 3 principaux auxquels je pense. Tout d'abord, ne pas avoir commencé à investir dès mes 18 ans.
Vous le savez, j'ai perdu quasiment 10 ans d'intérêt composé. Ensuite, ne pas m'être rendu compte à la visite de mon premier immeuble que les 2 chaudières à gaz étaient en fait en fin de vie, ce qui a eu pour conséquence que, à peine 1 an après achat, en plein hiver, j'ai dû faire changer ces 2 chaudières un peu en urgence et en piochant sur mes fonds propres. Si j'avais été un peu plus attentive, en toute honnêteté, j'aurais pu mettre le prix de ces chaudières dans mon budget travaux, dans mon emprunt, et ça aurait été beaucoup moins douloureux. Et enfin, ma pire erreur, c'est de ne pas avoir accepté de déléguer. Vous le savez parce que j'en ai parlé plusieurs fois en vidéo, mais j'ai un gros projet de rénovation car l'un des logements de mon 2e immeuble de rapport est entièrement à rénover. Malheureusement, j'ai fait face à énormément de difficultés qui sont en partie ma faute parce que j'ai trop traîné à m'occuper de ce projet, j'ai trop attendu pour faire les démarches. J'ai trop traîné à contacter un architecte. J'ai fait face au prix des matériaux qui ont explosé alors que j'avais demandé un budget travaux relativement raisonnable en me disant que j'allais compléter un petit peu mais pas trop. Et mine de rien, ça fait quasiment 2 ans que j'ai acheté et donc dans 3 mois j'arriverai à la fin de mon différé travaux et je perdrai mon budget travaux. Tout ceci fait que aujourd'hui, ce projet, tout simplement, je vais l'abandonner pour le moment. Aujourd'hui, si je devais repartir de zéro avec ce projet, connaissant l'impact que le Covid a eu aussi, je pense que tout d'abord, je demanderai un budget de travaux beaucoup plus conséquent pour être beaucoup plus sereine par rapport au prix de mes travaux. Et d'autre part, dès la signature de l'acte authentique de vente, j'aurai donné les clés à un architecte pour qu'il pilote l'entièreté du projet pour que ça avance et pour que les choses se fassent, quitte à payer un peu plus. J'avais déjà vu à gauche, à droite que déléguer c'était bien pour gagner du temps, pour gagner de l'argent aussi, parce que quand on n'avance pas sur les projets, eh bien on perd de l'argent. Avec ce projet-là, voilà, j'ai fait face à cette réalité-là. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout gérer. Et si je vous conseille de faire un truc aussi, c'est de penser à votre temps et au fait que déléguer parfois, même si ça coûte un peu plus cher, eh ben c'est très utile. Et c'est même essentiel. Dans mon cas, c'est vraiment dommage parce que c'est un beau projet que j'avais, que j'ai toujours, mais je pense qu'on va attendre quelques années avant de pouvoir le concrétiser. Et malgré tout, vraiment, c'est pas un échec. Je le prends pas comme une défaite personnelle. Déjà parce que, en toute honnêteté, le fait d'avoir décidé d'arrêter de me tracasser l'esprit avec ça, ça m'a vraiment enlevé un poids des épaules, je dois dire, parce que ça fait 2 ans que ça traîne et que ça me prend la tête et que ça me stresse. Et d'autre part, malgré tout, dans cet immeuble, il y a encore 3 logements qui sont loués, qui sont louables et qu'on va rénover petit à petit avec mon conjoint et qui font que le projet au global est quand même rentable. Et enfin, vous avez été très nombreux à me demander quels étaient mes objectifs, quand est-ce que je pourrais espérer vivre de mes revenus passifs et globalement comment est-ce que je vois l'avenir à plus ou moins long terme. C'est des sujets qui se rejoignent un petit peu, j'ai donc décidé de vous faire une réponse commune. Si j'inclus les revenus de ma chaîne YouTube, il est possible que je puisse vivre de mes revenus passifs d'ici 1 à 2 ans, je dirais. Bien que, vous en conviendrez, YouTube n'est pas vraiment un revenu passif, il faut bosser, mine de rien. Par contre, et j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-ci, mais j'apprécie beaucoup l'équilibre que j'ai actuellement entre mon travail et toutes mes activités parallèles et je ne me vois pas arrêter de sitôt. La seule évolution que éventuellement je pourrais envisager, ça serait de passer à temps partiel, mais encore une fois, ça ne dépend pas que de moi et je ne suis pas sûre non plus d'être prête à sauter le pas. Mon objectif à l'heure actuelle, ça reste tout de même de profiter d'avoir l'énergie et la motivation pour me créer des revenus passifs et pour accumuler du patrimoine, que ce soit immobilier ou financier, avec un but, mine de rien, de doubler mon salaire avec ces revenus passifs une fois tout payé. Et au final, je me rends compte que mon objectif principal n'est pas si différent de celui des autres investisseurs que vous pouvez croiser, puisque c'est la liberté financière, la liberté de pouvoir faire les choses dont j'ai envie sans trop me poser de questions. En revanche, il y a un objectif très concret que j'ai d'ici peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est un vrai projet de vie qu'on a avec mon conjoint et quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur.
Nous aimerions acheter un appartement à Amsterdam et y vivre une partie de l'année. Tout simplement parce que c'est une ville dont on est vraiment tombé amoureux. Il y a une énorme richesse culturelle, surtout en termes de monde de la nuit, de musique électronique. Je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore la musique électronique et c'est l'épicentre, c'est là où tout se passe, Amsterdam. Et les gens ont une qualité de vie incroyable là-bas. Si jamais ça se concrétise, eh bien forcément on devrait changer de vie. Peut-être qu'on serait amené à travailler là-bas. Les gens parlent anglais, mais moi j'aimerais beaucoup apprendre le hollandais notamment. Donc voilà, ça c'est un gros projet qu'on a. Et pour ceux d'entre vous qui me demandent comment est-ce que je me vois à la retraite, eh bien tout simplement je ne m'y vois pas parce que ça me semble encore très éloigné. Je sais que si un jour j'arrête de travailler et du coup j'arrête de cotiser pour la retraite, eh bien entre temps j'aurai énormément investi, je me serai créé beaucoup de revenus passifs, je l'espère, et par conséquent je n'ai absolument pas peur de l'avenir. C'est des efforts qu'on fait, mais il faut voir les fruits sur le long terme, les intérêts composés comme toujours. Et plus on investit, plus je pense qu'on se sent en sécurité. C'est mon cas. Plus je vais prendre en âge, plus je vais faire des investissements qui vont être sécurisés pour sécuriser mon capital. Actuellement, j'ai quand même des investissements qui sont très risqués, mais au fur et à mesure du temps, je pense que je vais placer de façon beaucoup plus prudente mon argent. Et voilà, j'ai pas du tout peur pour l'avenir. Et ça, c'est top. Je termine cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur pour votre confiance, pour votre participation à chaque vidéo, pour votre soutien au quotidien je dois dire, mais également pour votre confiance parce que je sais bien que pour certains ça doit pas être évident au premier abord de se dire qu'une petite blondasse qui fait des vidéos dans sa chambre peut potentiellement vous apporter de la valeur au travers de sa propre expérience. Je suis ultra reconnaissante grâce à cette chaîne de pouvoir démocratiser les sujets sur la gestion de l'argent et l'investissement et j'espère qu'on va encore faire un bon bout de chemin tous ensemble. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine FAQ aux 100 000 abonnés. Et si jamais ce n'est pas encore le cas, eh bien je vous invite à rejoindre l'aventure en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas également de liker la vidéo, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.